Parmi les troubles digestifs bénins, on va organiser une grande partie et on va insister sur le colique du nourrisson pour deux raisons. La première, comme vous le savez, c'est un motif très fréquent de consultation chez les médecins et de visite dans les pharmacies. À chaque fois, on est suscité autant que médecin, autant que pharmacien au cours de cet exposé. On va passer sur les vomissements, les diarrhées, la constipation, et on va surtout insister sur les points clés et les messages très importants. Alors, comme introduction, je voulais juste clarifier quelques définitions et quelques rappels concernant la période néonatale. On appelle un nouveau-né, c'est la période qui s'étale entre 0 âge et 28 jours. C'est ça l'appellation du nouveau-né. À partir du 28 jours, c'est un nourrisson jusqu'à l'âge de 2 ans. À partir de 2 ans, au-delà de 2 ans, c'est la période de l'enfance. J'insiste là-dessus parce que durant cette période, la période néonatale est la période du nourrisson où il y a le plus de troubles digestifs bénins. Donc, c'est la période néonatale et la période du nourrisson. Donc, et dans cette période, le nourrisson, il évolue chaque jour, il affronte de multiples changements physiologiques, physiques, métaboliques. Comme on a dit, c'est là où on a plus de fréquence des troubles digestifs. Alors, comme vous le savez, les jeunes parents s'adressent fréquemment à leur pharmacien. Le pharmacien doit alors les conseiller, être capable de dépister le caractère pathologique de certains troubles. Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser les troubles digestifs, il ne faut pas considérer les troubles digestifs comme bénins en premier lieu. Donc, il faut savoir dépister le cadre pathologique et il doit orienter les parents vers une consultation médicale si nécessaire. Nous essayons de répondre aux questions souvent posées par les parents sur les troubles digestifs de leur bébé. Aussi, nous développerons plus particulièrement les diverses mesures hygiéno-diététiques que le pharmacien doit connaître afin de pouvoir assurer au mieux son rôle de conseiller en matière de santé. C'est ça l'objectif. Et pour mieux comprendre et expliquer le rôle du pharmacien en cas de troubles digestifs mineurs du nourrisson, on se limitera volontairement, comme on a dit déjà au début, on se limitera volontairement sur les coliques du nourrisson. On va traiter bien sûr ensuite les vomissements, les diarrhées et la constipation. Donc, c'est quoi les coliques du nourrisson? On sait que c'est un sujet très fréquent, c'est une demande fréquente de consultation, mais on doit savoir la définition exacte. Les coliques du nourrisson, c'est un trouble digestif qui apparaît dès la 3e semaine de vie. Dès la 3e semaine de vie, qui peut se prolonger jusqu'à le 3e mois. Mais on a des cas qu'on peut voir jusqu'au 4e mois. Il se manifeste par des pleurs et ou des cris prolongés qui sont supérieurs à 3 heures par jour. Vous imaginez un tout petit bébé qui va pleurer 3 heures successives et pendant plus que 3 jours par semaine. Ces jours, malheureusement, ils sont infernales et peuvent se répéter 3 jours par semaine et pendant plus que 3 semaines. Donc, à ce moment-là, on peut parler que ce bébé ou ce nouveau-né, il a les coliques du nourrisson. C'est un motif très fréquent de consultation. Imaginez qu'un nouveau-né sur 4, il va présenter des coliques du nourrisson. Donc, c'est 25% de naissance. C'est une incidence de 20 à 25% dans les pays industrialisés. Mais chez nous aussi, il y a un pic très fréquent de consultation des coliques du nourrisson. Le pic, c'est vers la 6e et la 8e semaine de vie. C'est pendant cette période qu'on voit plus fréquemment ces coliques. Ces coliques sont indépendamment de terme. Ça veut dire qu'on peut les voir chez le prématuré, comme on peut les voir chez le nouveau-né à terme. Ils sont indépendants de poids de naissance. On peut les voir chez les gros bébés, les macrosomes, comme on peut les voir chez les tout petits bébés, les hypotrophes, et indépendamment de type de l'alimentation. Ça veut dire
que même les nourrissons ou les nouveau-nés allaités ou les maternelles exclusifs, ils peuvent présenter les coliques de nourrice. On va parler un petit peu sur l'étiologie, l'éthiopathogénie. J'insiste que vraiment, il y a beaucoup de théories qui peuvent expliquer ces coliques. Pourquoi ces nouveau-nés ils présentent ces cris et ces douleurs? Et il y a plusieurs théories. Il y a l'affection digestive due à l'immaturité du système digestif. On sait très bien que le système digestif, les intestins, le côlon, tous les systèmes digestifs chez le nouveau-né et le nourrisson, il est encore immature. C'est-à-dire que la motilité, elle n'a pas atteint son terme, d'où le ralentissement du transit et d'où la fréquence des gaz et aussi alors on a aussi chez le jeune nourrisson, il y a le lactose qui est incomplètement digéré, qui va former une fermentation colique avec production d'acide. Donc pour certains auteurs, le phénomène douloureux, il est dû à l'accumulation des gaz à cause de cette immaturité du tube digestif. La deuxième théorie, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Cette théorie est renforcée par le fait qu'en mettant chez quelques nourrissons sur des hydrolysats de protéines de lait de vache, on remarque une amélioration de ces coliques. Et la troisième théorie, c'est le microbiote, c'est-à-dire le déséquilibre de la flore intestinale chez le nourrisson. Alors, ce déséquilibre, il est dû au déséquilibre du microbiote. Le microbiote, il joue un rôle très important dans l'intestin des enfants, des nourrissons et des nouveau-nés. Il joue 4 rôles essentiels. Il joue un rôle métabolique. Il aide la cellule intestinale à bien digérer les aliments et à bien dégrader les acides gras. Un rôle de barrière contre les différents germes, un rôle de défense et un rôle de maintenance de la cellule intestinale. D'où, donc la conséquence, tout déséquilibre de ce microbiote, il risque de nous créer des problèmes au niveau de l'intestin et il va nous donner des conséquences néfastes, entre autres les coliques du nourrisson. Alors, la quatrième théorie, c'est l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, il est incriminé dans certains cas pour les coliques du nourrisson, parce que le lait maternel, il est riche en lactose. Comme ça, il va favoriser l'apparition des coliques, et particulièrement au début de chaque tétée de l'enfant. Il faut savoir que la composition du lait maternel, elle est très différente. Au début, au milieu de l'allaitement et à la fin. Au début de l'allaitement, le lait maternel, il est riche en sucre. Au milieu de la tétée, il est riche en protéines. Et en fin de tétée, il est essentiellement composé de graisse. Donc, comme résultat, si la maman change de sein au bout de 10 minutes, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que le bébé n'ingère que le sucre qui va accélérer la digestion et favorise les coliques. C'est-à-dire que le bébé, il va ne bénéficier que du lactose. C'est pourquoi on insiste auprès des mamans qu'ils donnent tout le temps nécessaire pour les téter. Minimum un quart d'heure ou 20 minutes pour chaque sein. La cinquième théorie, c'est le tabagisme maternel. Il y a des études qui ont été effectuées et qui ont résumé une relation très importante entre les coliques du nourrisson et le tabagisme maternel. Et l'avant-dernière théorie, c'est les troubles comportementaux, c'est-à-dire lorsque la maman subit un stress lors de la grossesse, ce stress, il va influencer le bébé, donc qui va sujeter à avoir des coliques du nourrisson. Donc, récemment, on a noté une influence néfaste du stress et la survenue du colique, soit pendant la grossesse,
soit des difficultés lors de l'accouchement ou lorsqu'il y a des problèmes de couple. C'est pourquoi on conseille aux femmes enceintes de vivre leur grossesse et d'éviter le stress, d'éviter toutes sortes de stress, parce que comme ça, ils vont éviter les nuits blanches. En évitant le stress, on va éviter les nuits blanches suite aux coliques du nourrisson et aux cris incessants. Alors, on est arrivé au diagnostic. Comment on va diagnostiquer un bébé qui présente les coliques? On va poser quelques questions. Des questions qu'on va étayer et avec un interrogatoire précis, on va dépister les coliques du nourrisson. Est-ce que votre bébé a-t-il des coliques? Il suffit de répondre aux questions suivantes. Votre bébé est-il agité et pleure-t-il plus de 3 heures par jour, sans motif apparent? J'insiste sur son motif apparent, parce qu'il y a plusieurs causes, à part les coliques du nourrisson, qui peuvent donner des pleurs et des cris incessants. Entre autres, les infections ORL, les infections digestives graves, les infections urinaires. Donc, tout malaise chez le nourrisson, il peut donner des cris incessants. Donc, après avoir éliminé tout ça, les pleurs commencent-ils à peu près au même moment chaque jour, à la fin de l'après-midi ou au début de la soirée? Comme on a dit que c'est des nuits blanches, on comprend bien que c'est la nuit. Et commence à la fin de la journée et au début de la soirée. Les pleurs se produisent-ils plus de 3 jours par semaine, comme on a vu au niveau de la définition? Est-ce que les pleurs se produisent-ils depuis plus de 3 semaines? Avez-vous été troublé ou frustré par votre incapacité à apaiser les pleurs de votre bébé? Parce que les bébés qui souffrent des coliques, ils sont inconsolables. C'est-à-dire, même si on donne le sang, même si on essaie de calmer le bébé, et on ne peut pas, parce que ces pleurs, ils sont incessants. Donc la description clinique, on résume pour arriver aux caractéristiques des pleurs qui sont typiques des nourrissons. C'est l'accès de pleurs imprévisibles et inattendus, qui résistent aux tentatives de réconfort. Ce sont des pleurs souvent paroxystiques et répétitifs, avec des tonalités plus aiguës, de plus en plus aiguës, et tendance à se produire en fin d'après-midi et en soirée. Les pleurs augmentent progressivement jusqu'à un seuil maximal au cours du 2e mois, puis diminuent progressivement jusqu'au 4e mois. Les mamans qui ont déjà l'expérience d'avoir d'autres bébés, ils rapportent tout le temps que vers le 3e mois, vers le 4e mois, ça disparaît. Donc, pour les critères concernant le nourrisson, c'est l'âge inférieur à 4 mois, c'est le trophie. Un point essentiel, c'est le trophie, c'est-à-dire que le nourrisson, elle a un poids normal, qu'il n'a pas un retard staturopondéral, donc un développement dans les normes, qu'il n'y a pas un retentissement sur la santé du bébé. Elle a aussi un développement psychomoteur normal. Le nourrisson qui pleure beaucoup, il est très irritable, qui se tortille dans tous les sens, repliant les genoux sur l'abdomen. Donc, en traduisant ça à la maman, vraiment, le mot, c'est très rapporté par les mamans. Il paraît avoir faim, mais l'alimentation ne le calme pas. C'est vrai qu'il prend le sein. Ça, c'est une différence avec une pathologie grave, une pathologie chirurgicale qui est l'invagination intestinale aiguë. Au cours de l'invagination intestinale aiguë, il y a des cris incessants, mais le nourrisson, il ne prend pas, il refuse de sucer, il refuse de prendre le sein. Contrairement au niveau des cris incessants lors des coliques de nourrisson, le bébé, il prend le sein, il prend ses tétés, mais il semble que cette alimentation, il ne le calme pas. Après les tétés, il recommence à crier. Le nourrisson, il est hypertonique, souvent inconsolable, et ne s'épuise qu'à la fin de la crise. Il faut vraiment dépister les parents qui sont trop stressés
C'est pour ça qu'il faut vérifier la répercussion psychologique de ces coliques sur les parents. Les coliques qui sont très difficiles à vivre pour les parents. Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas dire aux parents que c'est que des coliques. C'est des coliques, oui, mais c'est très gênant pour les parents. Il est essentiel de repérer les parents vulnérables parce que le vécu des coliques du nourrisson, c'est très différent selon les parents. Il y a des parents qui prennent, comme j'ai dit, ils ont déjà l'expérience. Ils prennent les coliques du nourrisson comme un signe normal, mais il y a des parents qui consultent dès le premier jour. Dès la première nuit blanche vécue, c'est un drame pour les parents. Donc, il ne faut pas banaliser ces signes. Leur vécu de pleurs excessifs est très variable et non directement proportionnel à leur intensité. Il faut savoir que ces cris, ça n'exprime pas la douleur de l'enfant. Ça ne veut pas dire que tant que ces cris ils sont très forts, tant que le nouveau-né il souffre. Non, c'est indépendamment de la souffrance du bébé. C'est pour ça qu'il faut calmer les parents. Il faut leur dire que ça ne veut pas dire que le bébé il crie très fort, ça veut pas dire qu'il souffre, ça ne veut pas dire qu'il y a probablement beaucoup de douleur. Alors, les conséquences pour les parents peuvent être très graves. Si on n'arrive pas à prendre en charge le côté psychologique des parents, la maman peut très bien arrêter l'allaitement maternel. Elle peut incriminer l'allaitement maternel et peut dire que c'est mon lit qui est la cause. Il peut l'arrêter. C'est là où, sur ce point qu'on doit travailler. Et comme conséquence, on peut avoir des consultations multiples chez plusieurs médecins, chez plusieurs pédiatres, la visite chez plusieurs pharmaciens. Parfois, on ressent chez la maman, surtout chez la maman, le sentiment d'incompétence. Et comme conséquence, elle commence à négliger son enfant. Et parfois, on voit des sévices à enfants et des maltraitances. Parfois, la maman ne peut pas supporter ces cris incessants pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, ça des cas qu'on a vu, des sévices à enfants secondaires à des cris incessants. Alors, on a posé le diagnostic positif. Maintenant, on sait que c'est des coliques du nourrisson d'après la définition. À ce stade, aucun examen complémentaire n'est utile. On ne demande pas des examens complémentaires. Alors, mais on ne demande pas des examens complémentaires, mais on doit différencier les coliques du nourrisson aux autres diagnostics. C'est le diagnostic différentiel. J'ai déjà attiré votre attention sur l'invagination intestinale aiguë, qui est une pathologie grave, qui peut donner des douleurs brutales, hurlantes, avec un faciès de détresse. Elles peuvent être apaisées après les cris, mais il y a d'autres signes alarmants qui peuvent être associés. C'est les vomissements, c'est les rectorragies. C'est pour ça qu'on demande toujours auprès des parents, lorsqu'il y a des cris incessants, est-ce qu'il y a d'autres troubles associés, notamment des sons dans les selles, ou des vomissements, ou arrêt des matières et des gaz, ou le refus de succion, comme on a déjà dit. Parfois, on est amené à faire une expérience au cabinet, on demande à la maman d'allaiter le bébé sur place et on va observer l'attitude du nouveau-né ou du nourrisson. Et à l'examen clinique, on trouve le boudin à la palpation. C'est une petite bosse qu'on trouve à la palpation et qu'on confirme par les examens complémentaires, c'est l'échographie et le lavement. J'insiste sur l'invagination intestinale parce que c'est la hantise devant les cris du nourrisson incessant. Les autres diagnostics différentiels, c'est la fissuration anale. Ça, c'est facile de la dépister, c'est juste un examen. Le reflux gastro-œsophagien qui peut lui aussi donner des cris incessants. Il peut être traduit par des vomissements, l'anorexie, c'est un bébé qui refuse de prendre l'alimentation. Des pleurs, c'est surtout après le repas et avec un rejet de la tête en arrière. L'autre diagnostic différentiel, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache et le syndrome du bébé secoué.
Alors, on est arrivé à un volet très important, c'est la prise en charge. L'objectif de la prise en charge, c'est de confirmer le diagnostic et rassurer les parents. Donc, la prise en charge des parents dans les coliques du nourrisson est très importante. Il faut proposer un plan d'intervention conforme aux connaissances actuelles. Parce que les coliques du nourrisson, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des études, il y a des controverses et des contradictions sur la prise en charge. Et il faut assurer le suivi. Parce que les coliques du nourrisson, ce n'est pas une pathologie qui se traite du jour au lendemain. Il faut assurer le suivi des parents. Le suivi des parents et des nourrissons, bien sûr. Donc, la prise en charge diététique, elle consiste à nourrir. On a deux cas de figure. Chez le nourrisson, nourri au lait artificiel. Il faut conseiller il faut insister sur la reconstitution de lait. Il faut bien reconstituer de lait avec les doses exactes. Il faut donner le biberon lentement dans une atmosphère sereine et détendue. Donc, cela est dit, il faut bien montrer à la maman la position de l'allaitement et il faut que la maman elle-même soit détendue lors de l'allaitement. Chez le nourrisson nourri au sein maternel, c'est la même chose, il faut tenir la bonne position. Il ne faut pas, on conseille assez souvent chez la maman de ne pas conseiller trop les boissons gazeuses ni les sucreries, mais c'est vraiment controversé. Il y a des études récentes qui ont montré qu'il n'y a pas de relation entre l'alimentation maternelle et les coliques du nourrisson. Mais pour l'alcool et le tabac, il y a un effet significatif montré par les études. Chez le nourrisson ayant de graves coliques, un essai thérapeutique d'un régime hypoallergénique pendant une période empirique limitée, on peut essayer un lait hypoallergénique, mais c'est une période bien limitée, pendant 2 semaines. Si les coliques, ça ne s'améliore pas au bout de 2 semaines, on revient en arrière, on arrête le lait hypoallergénique. Donc s'il présente des régurgitations fréquentes, on peut proposer un lait pré-épaissi. Et en cas de constipation, on peut proposer des formules adéquates. Le volet médicamenteux. Les antispasmodiques, même si ils sont fréquemment prescrits, il est démontré qu'il n'y a pas vraiment un effet très bénéfique pour les coliques. L'attribution, il semble qu'elle a juste un effet placebo. Et l'attribution, comme vous le savez, actuellement, elle est contre-indiquée chez le nourrisson inférieur à 2 ans. Donc c'est plutôt chez l'enfant. Il est carrément retiré. Alors, pour la supplémentation par un probiotique, on a insisté sur le microbiote au début et le rôle du microbiote. C'est pour cette raison que pendant au niveau du volet thérapeutique, on insiste sur le Lactobacillus reuteri qui a montré une diminution de la durée des pleurs après 4 semaines de traitement. Donc c'est des études récentes qui ont montré que l'apport en L. reuteri induit un nouveau équilibre de la microflore intestinale. Celui-ci est à l'origine d'une amélioration de la motilité digestive et de la fonction intestinale du nourrisson, soulageant ainsi la douleur viscérale ressentie. Alors, la place du pharmacien vis-à-vis des coliques du nourrisson, il doit conseiller les parents lors des pleurs, de bercer le nouveau-né ou le nourrisson, le prendre dans les bras, lui parler doucement, lui chanter, le mettre sur le ventre, mais vraiment le mettre sur le ventre, mais rester juste à côté, lui masser l'abdomen. Le massage, il a montré vraiment des bénéfiques. Lui proposer une tétine, mais une tétine qui sera anticolique et anti-régurgitation. Il faut rassurer, il ne faut pas banaliser comme on a dit au début. Il faut partager le vécu douloureux. Il faut insister que le pleur n'égale pas la douleur. Il faut expliquer, déculpabiliser la mère, que la mère n'est pas responsable de ses pleurs.
il faut identifier les familles vulnérables. Il faut proposer des laits anticoliques si la maman ne donne pas le lait maternel exclusif. Il faut proposer des laits avec faible teneur en lactose, une forte teneur en protéines solubles et enrichis en probiotiques. Donc, ça, en ce qui concerne les coliques du nourrisson. On passe au vomissement. Les vomissements, comme définition, c'est quoi les vomissements? C'est le rejet actif du contenu gastrique ou intestinal par la bouche. C'est le rejet avec un effort. Un effort, c'est-à-dire contracter les muscles abdominaux. Par cette définition, on va les différencier des régurgitations, qui sont une émission sans effort, sans contracture des muscles abdominaux, et du méricisme, qui est un rejet des aliments non digérés. Alors, j'insiste, un message clé, que les vomissements chez le nouveau-né ou le nourrisson, ils sont graves jusqu'à preuve du contraire. Il ne faut pas banaliser les vomissements. C'est une pathologie chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Donc, à quoi dû ces vomissements? Les vomissements, ils sont dus à l'immaturité du sphincter œsophagien inférieur qui permet la remontée des aliments. C'est surtout pendant la première année de vie. Ce qui provoque des reflux qui sont très fréquents. Cette immaturité du sphincter œsophagien inférieur qui va donner comme conséquence les vomissements, les brûlures du liquide qui est très acide, des œsophagites inflammatoires et qui peuvent être aussi source d'infections pulmonaires, bronchiques à répétition. Alors, quelles sont les causes du vomissement? À quoi dû les vomissements? Les vomissements peuvent être secondaires à un reflux gastro-œsophagien en premier lieu. C'est la première cause de vomissement chez le nourrisson. Ils peuvent donner des vomissements chroniques ou intermittents. La deuxième cause, c'est les vomissements suite à des gastro-entérites. La troisième cause, c'est les erreurs diététiques qu'on doit corriger. Et en quatrième lieu, il faut savoir que les infections ORL, notamment les otites, ils peuvent donner des vomissements. Donc les vomissements, ils ne sont pas liés juste à une affection digestive, ils peuvent être dus à des infections ORL et notamment les otites. Pour le traitement des vomissements, on traite le reflux gastro-œsophagien. On commence par les mesures hygiéno-diététiques. Dans le cas d'un enfant qui présente un reflux non compliqué, aucune investigation paraclinique n'est nécessaire. On ne commence pas par les examens complémentaires. On corrige d'abord les erreurs commises lors de l'ATT ou de l'administration du biberon qui peut permettre de régler tout simplement le problème. Et on peut proposer, si la maman ne donne pas l'allaitement maternel exclusif, on peut proposer des laits épaissis qui permettent d'augmenter la viscosité du bol alimentaire sans ralentir la vidange gastrique. Alors, le traitement du reflux gastro-œsophagien, en fait, c'est 3 phases. Il y a la première phase qui suscite un traitement non invasif, non médicamenteux. C'est juste la position demi-assise. On est toujours sur la position demi-assise lors des vomissements. La position demi-assise même lors de l'allaitement, après le repas. La deuxième phase, c'est le traitement médicamenteux le plus utilisé dans le reflux gastro-œsophagien compliqué. C'est les prokinétiques avant les repas et les antiacides. Pour le reflux de la troisième phase, après avoir essayé les mesures hygiéno-diététiques, les médicaments, c'est le traitement chirurgical. Il est réservé aux formes les plus sévères si échec du traitement médical bien connu. Le rôle du pharmacien. Le pharmacien doit veiller à la bonne utilisation et au respect des posologies des thérapeutiques médicamenteuses. Les antiacides, en rappelant que la prise optimale d'un antiacide
a lieu entre 1h30 et 2h après le repas, sauf pour le Gaviscon qui doit être administré juste après le repas. Ils peuvent être mélangés au lait ou aux aliments, à l'exception encore du Gaviscon. Des prokinétiques en provenant que l'administration s'effectue 15 minutes avant le repas et en rappelant le schéma d'utilisation et les doses. Il doit insister sur l'importance du traitement postural dans les reflux importants, chose qu'on répète tout le temps. Conseiller des biberons et des tétines anti-régurgitation. Actuellement, il existe des biberons, comme vous le savez, des biberons anti-régurgitation et anticoliques. Alors, on passe à la diarrhée. Donc, la diarrhée comme le troisième symptôme digestif ou le troisième trouble digestif bénin. C'est quoi la diarrhée? On définit la diarrhée comme l'augmentation brutale de la fréquence et du volume des selles depuis au moins 3 jours. La fréquence, c'est-à-dire c'est des selles qui sont plus nombreuses et qui sont anormales par leur volume, qui sont trop abondantes. Ou des selles qui sont anormales par leur consistance, c'est-à-dire qui sont trop liquidiennes. On rappelle que le nourrisson ou le nouveau-né font une selle molle jaune d'or après chaque tétée. Le nourrisson, il y a une différence entre le nourrisson allaité au sein et le nourrisson allaité par une autre alimentation. Pour le nourrisson alimenté au sein, il peut faire jusqu'à 6 selles par jour. On peut considérer ça comme normal, c'est-à-dire après chaque tétée, il peut faire une selle, mais que ce sont des selles qui sont normaux dans leur consistance. Le nourrisson alimenté ou diversifié fait une selle, deux selles jusqu'à 3 selles par jour. Donc, pour établir le diagnostic, il faut mener un interrogatoire bien détaillé. Donc, on insiste toujours sur l'interrogatoire. Il faut demander la date de début, la consistance des selles. Est-ce que ce sont des selles molles, liquidiennes, glaireuses sanglantes? Est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Alimentaire, est-ce qu'il y a des débris alimentaires non digérés dans les selles? On demande la fréquence, c'est combien de selles par jour, et l'abondance. On est amené à demander à la maman combien de couches tu changes par jour. Tu changes la couche. Parfois, on est surpris par le nombre, jusqu'à 8-10 fois par jour. On insiste sur le mode d'allaitement pour faire la différence et pour justement revenir à la définition de la diarrhée. Est-ce que la maman allaite le sang, le lait de vache, le lait artificiel? Est-ce que c'est un allaitement mixte? Et les modalités de préparation, c'est-à-dire la dilution du lait. On demande est-ce que la maman elle respecte bien les règles d'hygiène et les règles de préparation des biberons. On insiste sur la modification du régime. Est-ce qu'il y a une introduction récente d'un aliment? Et ça se produit tout le temps lors de la diversification. La diarrhée, ça coïncide avec l'introduction d'un nouveau aliment. On demande si la maman il a donné des antibiotiques ou des laxatifs ou d'autres médicaments pour le bébé. Alors, l'examen clinique, l'examen abdominal recherche une masse abdominale, un tympanisme, donc un son de tympanisme ou une douleur localisée lors de l'examen. À côté de l'examen abdominal, il ne faut pas négliger les autres examens, c'est-à-dire il faut faire un examen complet pour le bébé, notamment l'examen ORL. L'examen ORL, parce qu'il y a des infections ORL qui peuvent donner les diarrhées, les otites, notamment les otites, des infections pulmonaires. Il faut vérifier la fontanelle antérieure, faire un bon examen neurologique, un examen ostéo-articulaire, et il faut vérifier l'état d'hydratation. C'est ça l'objectif, c'est de dépister les bébés qui présentent une déshydratation. On peut estimer la déshydratation par le pli de déshydratation et par le pourcentage de la perte du poids.
Un examen général, bien sûr, pour vérifier le temps de recoloration, les constantes. En tout cas, les constantes, tout ça, c'est pour rechercher un état grave, pour rechercher un sepsis associé, une septicémie associée. L'examen nutritionnel, c'est-à-dire on regarde un peu le cahier de vaccination pour vérifier les poids précédents. On recherche un terrain de malnutrition et on examine les selles. Tout le temps, on est amené à voir les couches des enfants. Il ne faut pas avoir le dégoût à voir les couches des enfants pour voir la consistance et l'aspect des selles. Donc, la plupart du temps, aucun bilan n'est utile. Certaines situations imposent à faire un bilan. Comme on a dit, s'il y a une déshydratation sévère, une épidémie au milieu hospitalier, à ce moment-là, on peut procéder à une coproculture des examens des selles. S'il y a une diarrhée invasive avec des signes systémiques, on peut demander un bilan primaire, c'est l'NFS, l'hémoculture, la proculture. Et on recherche s'il y a des signes extradigestifs. S'il y a des signes extradigestifs selon l'orientation de l'examen clinique, on peut procéder à une radiographie de thorax, une NFS, un ECBU pour rechercher une infection urinaire. L'infection urinaire, il faut le rappeler que l'infection urinaire peut donner des diarrhées chez le nourrisson. Elles peuvent être infracliniques. Elles peuvent ne pas s'accompagner d'une fièvre et donner juste une diarrhée. Donc devant une diarrhée, il faut rechercher s'il y a une fièvre associée et il faut devant une diarrhée, il faut penser à l'infection urinaire. Selon l'examen clinique, on peut procéder à une ponction lombaire, à des hémocultures. Mais devant une suspicion d'un médical, là, on ne discute pas. Donc, l'objectif, c'est pour éliminer les pathologies graves et pour éliminer les causes chirurgicales. Alors, l'évolution de la diarrhée, après avoir éliminé les causes graves, il est souvent favorable en quelques jours. Il faut se méfier d'une complication, c'est-à-dire ça ne suffit pas de voir l'enfant et de donner un traitement ou des conseils. Il faut suivre l'enfant parce que les conséquences de la diarrhée peuvent être graves, peuvent donner des déshydratations aiguës et des chocs septiques. À long terme, si la diarrhée, ça continue, elles peuvent donner des dénutritions et des diarrhées chroniques qui peuvent être la cause de dénutrition. Donc, je ne vais pas tarder là-dessus, sur les étiologies des diarrhées. Donc, on a les causes infectieuses, notamment virales, bactériennes, les autres causes, entre autres le Clostridium difficile, et causes parasitaires. Les causes non infectieuses, là, c'est les erreurs diététiques. Ça rentre dans les troubles digestifs bénins. C'est des diarrhées qui sont dues aux erreurs diététiques, comme la concentration excessive du lait ou des jus de fruits qui sont donnés précocement. Les diarrhées peuvent être secondaires aux allergies alimentaires, notamment les allergies aux protéines de lait de vache ou le blanc d'œuf. Et on n'oublie pas les fausses diarrhées déconstipées. Parfois, on a des constipations qui sont chroniques et peuvent se manifester par le seul signe qui est la diarrhée. Alors, quand faut-il adresser en urgence le nourrisson devant une diarrhée? Il faut l'adresser vers une consultation médicale ou carrément vers l'hospitalisation. S'il y a une déshydratation sévère associée, s'il y a des vomissements importants associés, c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher. On ne se contente pas d'un seul symptôme, que le bébé il a des diarrhées. Il faut rechercher les autres symptômes associés. Il faut rechercher la mauvaise observance du traitement. Il faut dépister un terrain fragile, c'est-à-dire un nourrisson qui est déjà hypotrophe ou prématuré. Il faut dépister ce terrain parce qu'on doit préconiser une hospitalisation. Aussi, on a une septicémie. J'insiste et je reviens toujours sur l'abdomen chirurgical. Il faut éliminer un abdomen chirurgical et notamment une invagination intestinale aiguë. Le traitement a pour objectif essentiel d'éviter la déshydratation. On stoppe la diarrhée pour éviter la déshydratation.
Il faut prévenir la dénutrition. Donc, pour le traitement, c'est différent selon l'âge. Si on a un âge inférieur à 3 mois, c'est un nourrisson ou un nouveau-né à risque. Donc, il faut préconiser une consultation en urgence ou une hospitalisation. Chez les bébés supérieurs à 3 mois, on commence par les solutés après avoir éliminé les signes de gravité. On propose les solutés de réhydratation, puis une réalimentation avec son lait habituel en cas de diarrhée banale. Il faut prévoir un lait sans lactose en cas de diarrhée prolongée ou sévère. Il faut donner un régime normal diversifié. L'eau de riz, les féculents, les bananes, les pommes, les viandes, les poissons. C'est-à-dire que lors des diarrhées, on n'arrête pas, on ne doit pas minimiser l'alimentation. Il y a beaucoup de mamans qui donnent que le lait lors des diarrhées. Il faut insister sur l'alimentation. L'alimentation et la réhydratation. Donc l'antibiothérapie, elle a des indications bien précises. Elle est non systématique en cas de diarrhée. Elle est préconisée chez les bébés qui présentent des diarrhées très fébriles avec des signes systémiques. Alors, chez qui on donne les antibiotiques? C'est des bébés qui ont un examen douteux, qui présentent une fièvre élevée, qui ont des selles, qui peuvent avoir de sang dans les selles, ou chez le nourrisson inférieur à 3 mois qui présente des signes de sepsis ou d'infection généralisée. L'antibiotique sera adapté en fonction de la bactérie suspectée. Alors, on insiste sur le volet thérapeutique, mais plus important que ça, on insiste sur le volet préventif. Le traitement préventif est très important lors des diarrhées. L'allaitement maternel permet de prévenir la fréquence des diarrhées, des épisodes diarrhéiques. Il faut insister sur l'hygiène de la préparation du lait artificiel et le lavage des mains avant la préparation de lait artificiel. On peut procéder à prescrire d'autres médicaments selon l'état clinique, s'il y a la fièvre, le paracétamol, s'il y a les vomissements associés, on peut prescrire des antihémiciques. Alors, le rôle du pharmacien, il doit rappeler aux parents que le but premier des selles de réhydratation, c'est de réhydrater lors de la diarrhée pour éviter une éventuelle déshydratation. Il doit expliquer aux parents que l'allaitement maternel joue un rôle immunologique très important. Il permet de prévenir un très important nombre de diarrhées chez le nourrisson. Il faut insister sur l'hygiène alimentaire et l'hygiène des collectivités de l'enfant. Passons à la constipation. Donc, en dernier volet, c'est la constipation. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Très bien. Alors, en dernier lieu, c'est la constipation. On définit la constipation comme des selles émises à un intervalle anormalement prolongé. En général, c'est des selles qui tardent plus que 3 jours, pendant plus que 3 semaines. Leur évacuation est généralement difficile. Ce sont des selles dures. Donc le bébé, il souffre pour évacuer. Ils sont dus souvent à une mauvaise attitude alimentaire. Le plus souvent, c'est le régime alimentaire. Ils peuvent provoquer des fissures anales qui aggravent encore la constipation et on rentre dans un cycle vicieux parce que le bébé, il commence à refuser de faire ses selles. Quelles sont les causes de la constipation? Après avoir éliminé les causes organiques, les causes chirurgicales, on incrimine l'alimentation. C'est le régime déséquilibré, comme on l'a cité, et ou le régime insuffisant. Un enfant qui ne prend pas sa ration alimentaire, toute sa ration alimentaire, ou qui prend insuffisamment le lait, il peut avoir des selles peu abondantes ou peu fréquentes, traduit à tort comme constipation. La maladie de Hirschsprung. La maladie de Hirschsprung, c'est une maladie du nourrisson. Elle est due à une diminution de péristaltisme intestinal, ce qui provoque une contraction de l'intestin par onde péristaltique. Ceci est à l'origine de la constipation. On incrimine aussi les causes psychologiques et qui sont assez fréquentes et à ne pas oublier.
c'est lors de la mise sur le pot, à la période d'hygiène, lorsqu'on veut mettre le bébé sur le pot, on peut avoir une éducation trop sévère, donc le bébé il est effrayé, il commence à avoir peur d'émettre ses selles et qu'en conséquence on aura une constipation. Cela est expliqué par le stress du bébé. Alors, devant une constipation, quel est le rôle du pharmacien? Il faut rappeler aux parents qu'une constipation simple ne doit pas être négligée, mais traitée en première intention par des mesures hygiéno-diététiques. Il faut expliquer que le traitement médicamenteux doit rester de courte durée chez le nourrisson. Il faut préciser aux parents que le traitement de première intention est constitué de massages abdominaux. Donc le massage abdominal est très important. Il faut montrer aux parents comment effectuer ce massage. Ce sont des mouvements circulaires dans le sens de la montre, des aiguilles de la montre, et aussi des mouvements des pieds, comme du pédalage. Excusez-moi. Ça montre qu'on est proche de la fin. Alors, d'autre part, il expliquera que certains aliments, les carottes, les riz, les bananes, ils peuvent constiper et qu'il n'est donc pas conseillé de les proposer à un nourrisson constipé. Il est alors préférable de lui donner d'autres légumes et d'autres aliments comme les haricots, les betteraves, le jus d'orange. Et on insiste sur les boissons. Il faut qu'ils prennent beaucoup d'eau. Alors, en conclusion, il faut savoir que le nourrisson n'est pas un adulte en miniature. On ne cesse pas de répéter ça. Le nourrisson n'est pas un adulte en miniature. C'est un être à part entière dont les soucis de santé sont spécifiques. Les troubles digestifs mineurs sont fréquents et posent une problématique qu'il faut résoudre. Face à ces divers troubles digestifs, l'attitude thérapeutique consiste essentiellement, on a insisté sur les mesures hygiéno-diététiques, sur les conseils concernant les mesures hygiéno-diététiques et sur les traitements médicamenteux en deuxième intention. Le pharmacien, c'est le premier interlocuteur des parents inquiets. Quand je dis les pharmaciens, c'est les aides-pharmaciens. C'est depuis le début, mais c'est le conseiller au niveau de la pharmacie. C'est le premier interlocuteur des parents inquiets. Donc, vous recevez en premier lieu les malades. Et puis, vous pouvez les adresser au médecin. Après le diagnostic médical et la prescription d'un traitement, le pharmacien devra jouer efficacement son rôle de conseiller en matière de santé. Il saura être explicatif et rassurant envers les parents soucieux et parfois désarmés. Donc, on doit être capable à dépister vraiment les couples qui sont stressés. Il complétera alors utilement l'action du médecin en rappelant les diverses règles hygiéno-diététiques et thérapeutiques à respecter. Enfin, il insistera sur la qualité de l'observance pour garantir l'efficacité thérapeutique. Et je vous remercie pour votre attention.